Bonjour, il y a d'abord cette mise en garde du commandant suprême des FARDC à l'adresse des forces négatives nationales et étrangères qui sont sommées de déposer les armes et se rendre, sinon elles seront désarmées de force. Et puis je viens de vous l'annoncer tantôt, le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Samputu, a de ce fait reçu l'expert de Global Witness qui vient de publier un rapport intitulé « Braderie de la forêt congolaise sur l'évasion fiscale » afin d'éclaircir des zones d'ombre contenues dans les documents récemment publiés par l'organisation britannique selon lesquels la taxation forestière échapperait au pays. Séance de travail ce mercredi entre les ministres de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme et les représentants de Global Witness en RDC. Il était question pour les ministres de faire les points sur le dernier rapport de cette ONG fustigeant l'évasion des taxes dues à l'État par les exploitants forestiers lors de l'exercice fiscal 2011 et 2012. Bavon Samputu Elima a donné des éclaircissements sur la question. Les questions de gestion forestière, au-delà du gouvernement central, aujourd'hui, elle se pose avec acuité au niveau de province. La province doit absolument prendre en charge la question pour éviter de dérapage. Nous avons assaini nos process en termes de délivrance des différentes autorisations industrielles de coupe de bois. Pour le permis des coupes de bois d'œuvre, comme les matières reviennent aux provinces avec l'orientation de la taxe superficielle, il faut absolument que cet effort d'assainissement puisse être partagé. Sinon, nous retombons à la case départ. Un rapport mené par cette ONG qui tient à fixer son intention sur les taxes d'exploitation des forêts en RDC. Apprécier beaucoup les efforts faits les dernières années, les dernières 3 années, à peu près 2 ans, qui est reflété par exemple par le fait que des directeurs de services ont été changés. Les derniers 2 ans, le ministère a mené des activités très importantes pour assainir le secteur. C'est bien apprécié. Notons que le ministre a toutefois regretté le fait que ces rapports n'aient pas été d'abord transmis au ministère pour avis et considération avant d'être rendus publics, appelant ainsi à une collaboration. Pour l'environnement toujours, l'administration forestière et autres structures connexes ayant une incidence sur la ressource bois ont échangé 2 jours durant sur la gouvernance forestière en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Après des réflexions, les participants ont opté pour l'harmonisation de vues dans les secteurs. Gouvernance forestière en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, un idéal pour tous les acteurs qui ont une incidence sur les ressources forestières. La 7e édition de la gouvernance forestière qui a réuni les Ghana, le Cameroun, le Libéria et la RDC a vécu. De l'état d'avancement du processus APB-FLECT qui a été au centre et orienté les débats dès le premier panel, nous avons noté que les négociations avec l'Union européenne évoluent pour les uns rapidement et pour les autres lentement. Mais alors, tout dépend d'un pays à l'autre. Il faudra encore des efforts à fournir par des pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest pour effectivement parvenir à un bois légal et au certificat FLECT. Cependant, il y a encore des efforts à entreprendre dans les secteurs au-delà de l'image que représentent les accords. Ce forum nous a permis de mettre sur la table et de manière responsable un certain nombre de questions de défis de gouvernance forestière qui sont légion ici en République démocratique du Congo. On a pu ébaucher ou épingler les problèmes liés aux contradictions légales, aux contradictions normatives. On a également épinglé les questions de bois artisanal et je crois que ce forum a été assez intéressant et assez productif dans le cadre d'un échange rationnel et responsable entre les différentes parties prenantes du secteur forestier ici en République démocratique du Congo. À ceci s'ajoute l'harmonisation des contradictions sur la question de la gouvernance forestière par le biais d'un dialogue entre acteurs du secteur.
Des ressources forestières aux ressources minières, l'heure est aux échanges sur la révision du code minier en République démocratique du Congo. Plusieurs sociétés minières, membres de la Chambre des mines de la FEC, se sont retrouvées au Grand Hôtel Kinshasa pour consolider les réflexions qui ont été émises depuis l'annonce effectuée par le gouvernement de procéder à des concertations tripartites. Suivons. Pendant 2 jours, soit du 29 au 30 octobre, des commissions instituées par la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo ont analysé en profondeur le projet de loi du gouvernement portant révision du code minier. Des travaux auxquels des experts nationaux et internationaux ont été associés pour apporter leur expertise. La Chambre des mines estime qu'il conviendrait de ne pas trop modifier les termes fiscaux du code, afin que la très forte croissance du secteur minier, qui a été observée depuis 2002, puisse se prolonger et s'amplifier dans les années à venir. Simon Tumawaku, vice-président de la FEC en charge de mines, qui a clôturé ses assises, ne pouvait que remercier tous les participants pour leur assiduité pendant ces 2 jours d'intense réflexion. Merci à tout le monde pour votre participation ô combien importante à ce forum. Nous pensons qu'à la fin de celui-ci, en ayant récolté les travaux de chaque commission, nous serons prêts pour la tripartite. La Chambre des mines invite toutes les parties prenantes ainsi que les décideurs à soutenir les efforts du gouvernement visant notamment à augmenter la production tout en s'assurant de la distribution de la force motrice tant pour les besoins industriels que pour le besoin des populations, améliorer l'environnement des affaires en garantissant des dialogues objectifs de qualité entre les administrations, les opérateurs et la société civile. Et enfin, renforcer les efforts du législateur dans la lutte contre les démarches spéculatives d'opérateurs qui s'efforcent de geler les gisements sans procéder aux explorations et études des faisabilités nécessaires. Explication de Élisée Bilonda et Junior Makolo. Des hommes d'affaires sud-africains sont dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Ils ont fait partie de la délégation qui a bouclé hier la visite à Kinshasa. Il en ressort plusieurs recommandations à l'issue du forum économique auquel ils ont participé aux côtés de la FEC. République démocratique du Congo, République sud-africaine, les 2 pays baignent dans des relations hautement privilégiées. La visite du président sud-africain Jacob Zuma l'a suffisamment démontré, une visite qui a coïncidé avec la tenue à Kinshasa du Forum économique RDC-RSA 2013 au fleuve Congo Hôtel. Des travaux clôturés par les 2 chefs d'État qui ont à l'unanimité reconnu que les recommandations issues de ces forums économiques entre la Fédération des entreprises du Congo et les hommes d'affaires sud-africains sont des natures à accélérer l'intégration régionale. Joseph Kabila a pour sa part réaffirmé l'excellence des relations entre la RDC et la RSA en ajoutant qu'elles vont s'améliorer. Un appel vibrant a été lancé aux hommes d'affaires par les 2 chefs d'État à travailler d'arrache-pied de manière à faire profiter les populations de la sous-région. Plus de peur que de mal sur le plan sécuritaire, Joseph Kabila a rassuré aux investisseurs étrangers que l'insécurité à laquelle fait face la RDC dans sa partie orientale n'est plus qu'une histoire de temps. Satisfait, Jacob Zuma a quitté la République démocratique du Congo en fin d'avant-midi ce mercredi. Comme à son arrivée, c'est le Premier ministre qui lui a rendu les hommages à l'aéroport international de Ndjili. D'autres entrepreneurs se sont associés au gouvernement provincial de Kinshasa pour organiser une matinée fiscale au cours de laquelle le ministre en charge des petites et moyennes entreprises les a apaisés. La Fédération congolaise des entreprises FEC a organisé une matinée fiscale autour du ministre provincial de PME et des entrepreneurs congolais. Il était question de parler de la taxation sur le produit et de l'impôt qui revendiquent les entrepreneurs. C'était une matinée fiscale convoquée à l'initiative de la FEC qui a voulu que nous puissions partager par rapport à la nouvelle loi, à l'ordonnance loi sur la nomenclature des droits et taxes, impôts à versement d'initiative de province. Plus la réunion était orientée vers les modalités de perception des différentes activités. C'est ça le problème. Et plus précisément, les problèmes qui se posent au niveau des ports. La DGRK a pointé du doigt pour le faux document souvent présenté en son nom, se devait elle aussi d'y prendre part pour lever l'équivoque.
Pour les impôts, la DGACA contrôle les 4 phases: constatation, liquidation, ordonnancement et recouvrement. Mais en matière de taxes, c'est là où le ministre a martelé que l'initiative ne doit pas venir de la DGACA. L'initiative revient au service d'assiette. Une réunion satisfaisante qui s'est élargie sur plusieurs domaines d'entrepreneuriat, dont le rendez-vous est pris dans quelques jours au cabinet du ministre pour en donner plus de détails. Les gouvernements centraux, par l'entremise du ministère du Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité, a parlé lui aussi de la reconstruction de la République démocratique du Congo lors d'une table ronde avec la diaspora à Bruxelles. La contribution de ses compatriotes constitue une opportunité pour l'émergence du pays. Tout au Kalonji. Les gouvernements de la RDC organisé du 23 au 24 octobre 2013 à Bruxelles au Palais d'Egmont la table ronde gouvernement diaspora en vue de mettre en place une stratégie globale d'intégration de la diaspora congolaise au développement national. Représenté notamment par le ministre du Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité, Célestin Vounabandi, les gouvernements de la RDC s'attellent à identifier et à promouvoir d'une part un cadre institutionnel permettant la participation de la diaspora congolaise aux efforts de reconstruction du pays. Après 2 jours d'échanges autour du thème « Mettre en place une stratégie concertée et inclusive en faveur de la reconstruction nationale », je me réjouis de constater, à travers ces travaux, que nous sommes en la mère patrie. Aussi, j'ai apprécié à leur juste valeur le niveau de la qualité des échanges, signe évident du bon visage que présente la diaspora congolaise, au-delà des clichés que d'aucuns ont tendance à lui coller, et preuve que cette diaspora est un vivier de l'expertise dont le pays a besoin pour son développement et sa reconstruction. Ces 2 jours d'assises ont connu la participation de plus de 200 délégués de 27 pays décimés dans les 5 continents en présence des partenaires internationaux. Une thématique large et pleine d'ouverture a été élaborée. C'est la réponse de la diaspora congolaise à l'appel du gouvernement, à l'appel du chef d'État qui disait et qui demandait à tous ceux qui avaient la passion du Congo de se mettre à son chevet au moment où il se reconstruit, où il se redresse. Deuxième motif de fierté, de voir des Congolais en train de dialoguer sereinement à toute rationalité entre gouvernants et les gens de la diaspora qu'on a souvent présentés comme des gens violents, des gens insensibles au malheur du Congo. Toutes ces résolutions sont consignées dans une feuille de route à soumettre au gouvernement et un comité technique de suivi sera mis en place. Les industries culturelles. Bien avant, comme nous allons le découvrir dans ce récit qui revisite les relations gouvernement-diaspora. Après des années d'incohérence et de divergences de vues entre le gouvernement de Kinshasa et ses dignes citoyens vivant à l'étranger, l'heure est enfin au recollage de morceaux. Si en intérieur, un travail de fond s'est fait sous l'impulsion du guide Joseph Kabila Kabange par la concertation nationale, le même exercice se répercute à l'extérieur du pays. Les fils du Congo doivent s'asseoir autour d'une même table pour tirer les leçons du passé et mieux préparer l'avenir. Fini les temps de guerre. L'eau est passée sous le pont, les frères du sang peuvent être en désaccord, comme qui dirait les fils d'une même famille s'étirent, mais ne serront pas. Et ça, la diaspora l'a compris. C'est une table ronde assez spéciale parce que le moment est spécial. Nous sommes dans un contexte historique assez particulier. On a eu en tout cas l'opportunité de travailler dans les ateliers où on a, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai participé à l'atelier qui consistait à voir comment est-ce que la diaspora peut participer à la reconstruction nationale. La petite histoire a voulu qu'au cours d'un voyage à Genève en Suisse, le ministre du Plan et Suivi de la Révolution de la Modernité, Célestin Vounabandi, parle à la diaspora suisse. Séduite par sa pertinence, elle émet un désir de laver le front et d'en finir avec la fameuse combinaison dite les combattants. Leur désiderata fut rapporté auprès du chef Joseph Kabila, qui a écouté. Les résultats étaient impressionnants. Toute la diaspora congolaise, venue de tous les horizons, s'est réunie ici à Bruxelles pour régler les contentieux et s'inscrire dans la logique d'un Congo émergent, qui espère plus que tout à l'unité de son peuple et à sa cohésion nationale. C'est bien l'histoire d'un enfant prodigue qui revient à la mère nation. C'est la fin de la guerre à l'est de la RDC. C'est également la fin d'une longue série de tiraillements avec la diaspora congolaise. Comme pour dire, tout est bien, qui finit bien.
Nous l'avons signalé dès l'ouverture du journal, la notion d'épargne est loin du mental des Congolais, une faille qui fait perdre à la République démocratique du Congo rattrapage tenté par l'Institut des missions par le biais de sensibilisation des jeunes pour s'approprier la mentalité d'épargner, gage de leur enrichissement et bonheur futur. L'actualité strictement politique de cette édition du journal nous ramène à la victoire des FARDC qui ont chassé les rebelles du 23 de la cité de Bunagana, considérés jusque-là comme bastion de la rébellion. Sultani Makenga et autres Bernard Bissimois n'ont eu leur salut que grâce à la fuite. Une page de l'histoire est donc en train d'être tournée. Et puis à Saba, par contre, un village voisin de Kengezibaz, l'heure est à la pacification de la contre et le message de paix est imploré par le gouverneur de la province orientale à cette population qui a une histoire commune liée par le sort en vue du développement de la province. L'unité, la cohabitation pacifique, ces mots sont revenus plus d'une fois dans les discours des gouverneurs sud-soudanais et Jean Bamanissa Saïdi de la province orientale à Saba, village voisin de Kengezibaz. Un seul peuple, une seule histoire, ce peuple sont liés par les sorts. À cet effet, Jean Bamanissa Saïdi les invite à se donner les mains, mieux s'unir pour le développement de leur contrée. Aller de l'avant veut dire que la population doit aussi aller de l'avant. Vous êtes un seul peuple, vous êtes même des frères. Vous devez vivre en paix. Pour vivre en paix, il faut que les autorités locales fassent bien appliquer les lois du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo. Nous voulons qu'il y ait une cohabitation pacifique entre vos populations des deux pays. C'est à vous également de dénoncer les semeurs de troubles. Outre la sécurité qui préoccupe les trois provinces, les échanges économiques ont également occupé une place de choix dans ces déplacements. En témoigne la visite sur ces sites où seraient érigés des entrepôts avec des postes de contrôle douanier. Ici, nous sommes venus voir comment est-ce que nous pouvons ouvrir cette route encore jusqu'à Mbokolo, Ariwara, Aru, ce qui est déjà en train d'être fait. Et construire ici des dépôts de douane, construire des tanks pour faire entrer le carburant. Et il faut que les hommes puissent échanger et vendre. À Kengezibaz, il y a beaucoup d'argent qui est passé par ici parce que c'était un centre de négoce important. Nous pourrons le remettre en état, mais voilà, l'avantage c'est de le faire chez nous pour que l'argent et les taxes puissent rentrer chez nous. Signalons que le gouverneur s'est fait accompagner lors de cette visite par les responsables de la DGDA, de la DGM, de l'ANER et de la police nationale congolaise. Comment des commentateurs appréhendent-ils cette même actualité à travers les lignes au Bas-Congo? Demain, les Congo est d'avis que la réhabilitation du stade Lumumba s'avère ainsi plus qu'indispensable et vitale pour l'épanouissement du sport dans la ville de Matadi. Mais en attendant la livraison de ce stade au public, qu'il soit tout aussi indispensable que d'autres installations sportives, à l'instar du stade du bassin d'Amar, dont les travaux de réhabilitation ont assez évolué, soient aménagés dans un bref délai en vue de permettre à la province d'organiser le championnat local de la saison sportive 2013-2014 qui commencera bientôt. En musique et pour des raisons humanitaires, Écho du Sud se prépare à accompagner JB Mpiana le 21 décembre prochain en concert au Zénith de Paris pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Le leader incontestable de la 4e génération de la musique congolaise placera sa voix aux côtés de Jossar Nyokalongo et Barbara Kanam dans le prochain opus de Papa Wemba intitulé Maître d'école. Sport judo, club Kinshasa a battu hier Saint-Joseph au stadium du Stade des Martyrs de la Pentecôte par 4-1. La rencontre est comptée pour les demi-finales de l'entente urbaine de Kinshasa-Ouest. Le combat avec club Seno-Sen a été arrêté faute de temps avec club mené sur la note de 2-1. Initialement, des rencontres étaient prévues ce mercredi au Stadium des Martyrs de la Pentecôte. Les rencontres comptant de demi-finale à la tente urbaine de Kin-Ouest, Judo Club Kinshasa ont découdé avec Saint-Joseph. Dominatrice des bout en bout, Kinshasa a confirmé sa suprématie sur Saint-Joseph. Au terme de la rencontre, 4-1 pour Kinshasa. Moins motivés, les athlètes de Saint-Joseph ont passé une sale demi-heure devant la vivacité et la détermination des athlètes de Kinshasa. Dans l'autre registre, V-Club offrait son hospitalité. Les combats étaient arrêtés faute du temps. Judo Club Vita a mené sur la note de 2-1. Les combats sont renvoyés pour ce jeudi à 16h au même lieu.
25 minutes ont suffi pour cette édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur notre site internet www.bone-tv.com. D'ici là, portez-vous bien.